retour donc pour notre page spéciale élection, un mois pile, on vous l'a dit donc avant le scrutin 17 mars prochain. Plusieurs dossiers ce soir et notamment donc ce rapport du contrôleur d'État concernant les dépenses du couple Netanyahou. C'est quelque chose qui est très présent dans la campagne électorale, donc forcément ce rapport était attendu. Daniel Haïk, bonsoir. Bonsoir, analyste politique sur i24 News. Bonsoir à vous, Laurent Siget. Bonsoir. Pour l'Union sioniste. C'est comme ça qu'on dit maintenant en français, ça a été officialisé ces jours-ci. Et puis Lionel Lapidus, bonsoir. Vous vous représentez, vous faites partie de Foyer Juif Baïta Yehoudi, le parti de Naftali Bennett. Alors, un mot d'abord, Daniel Haïk, ce qu'on retient, parce que vous l'avez suivi attentivement, de ce qu'a présenté, de ce rapport. À la fois, il note qu'il y a un gaspillage d'argent public, mais est-ce que c'est illégal, finalement, au fond, ce qui est noté dans ce rapport? Impossible de le savoir pour l'instant, parce que c'est un rapport qui a été déterminé, rédigé par le contrôleur de l'État et qui n'a pas la possibilité de déterminer si c'est légal ou illégal. Il le transmet maintenant au conseiller juridique du gouvernement qui, lui, devra déterminer s'il y a des infractions pénales concernant ce rapport. De la vie générale, cela risque de ne pas aller jusque-là, mais effectivement, on peut parler de problèmes de valeur, de problèmes éthiques, de problèmes de morale concernant les dépenses faites par le président, par le Premier ministre, ou en tout cas par la résidence du Premier ministre. C'est un peu compliqué, il faut préciser que... Et c'est là aussi que c'est l'un des points importants. Il faut essayer de comprendre dans quel contexte on se trouve. Là, on est en pleine campagne électorale. C'est la première fois qu'un contrôleur de l'État publie un rapport sur les dépenses dans les résidences du Premier ministre. Et donc, il n'y a apparemment aucun élément comparatif. On ne peut pas comparer avec, par exemple, les dépenses effectuées par Ehud Olmert lorsqu'il était Premier ministre, par Ehud Barak lorsqu'il était Premier ministre, par Ariel Sharon. C'est difficile de comparer. Maintenant, on est dans une situation tout à fait particulière et c'est la question qui peut être posée d'emblée. C'est pourquoi on a été obligé de publier un rapport en quelques semaines, on va dire 4 semaines, 30 jours, presque jour pour jour, avant les élections. Et effectivement, cela peut paraître une forme une volonté d'ingérence dans la campagne électorale au détriment de Binyamin Netanyahou. Le fait est qu'on ne parle pas de l'essentiel et on parle seulement des bouteilles consignées de Madame Netanyahou, on parle des dépenses et de l'électricien de Binyamin Netanyahou. Ce n'est pas l'électricien de Binyamin Netanyahou, c'est l'électricien de la résidence secondaire de la famille Netanyahou, une résidence, je le précise, qui n'a pas été acquise par l'État, qui a été achetée par Binyamin Netanyahou, rubis sur ongle, mais dont les dépenses ont été mises aux frais de l'État de manière d'un commun accord, parce qu'il s'agit d'une résidence secondaire du Premier ministre de l'État d'Israël. Alors, là-dessus, Laurent Siget, ensuite Lionel Lapidus. Je crois que le problème n'est pas de savoir si c'est pénal ou pas pénal. Le problème, il est simple, c'est le problème de valeur morale. Lorsque vous imaginez que Rabin, en 1976, a démissionné parce que sa femme avait un compte aux États-Unis, à l'époque où ils étaient en poste à Washington, sur lequel il y avait exactement $2500 qu'elle avait laissé, qu'elle n'avait pas rapatrié en Israël, et que le Premier ministre a démissionné pour ces raisons-là, et qu'aujourd'hui, la femme de Netanyahou envoie son chauffeur pour aller prendre les consignes des bouteilles pour 4000 shekels qu'elle se les met dans la poche, qu'on nous fait payer, il y a en 2009 un impôt sur la sécheresse dont nous, des contribuables, avons payé la piscine de M. Netanyahou. L'impôt sur la sécheresse de la piscine de M. Netanyahou a été payé par les contribuables parce qu'ils ne pensaient pas que lui devait payer ça. Alors, écoutez, il y a ici un problème de normes, il y a un problème de valeurs. Je trouve quand même que vous représentez, c'est un parti, je veux dire, un électorat qui est classe moyenne, plutôt basse, pas très élevé. Donc les gens qui votent pour Likoud ne sont pas des gens qui gagnent en général beaucoup d'argent. Ces gens-là, quand ils voient que le Premier ministre dépense, alors il faut quand même donner quelques chiffres, je ne veux pas non plus gaver les gens de chiffres, mais il faut donner quelques chiffres. En 2009, parce que ce n'est pas tout à fait vrai ce que disait notre ami, c'est qu'il n'y a pas de point de comparaison, ce n'est pas vrai. En 2009, sous Olmert, il n'y avait pas de dépenses de la propriété privée de l'ancien Premier ministre qui ont été incluses dans les dépenses du Premier ministre. À l'époque d'Olmert, quand lui, il habitait chez lui,
on payait pas sa piscine, on payait pas son cadastre. Je sais pas si le cas d'Olmert c'est le bon exemple au niveau de moralité financière. Olmert n'est pas un exemple de... Il y a quand même... Je n'ai pas dit qu'Olmert, Olmert c'est pas ma tasse de thé, je crois que c'est pas la vôtre non plus, mais c'est pas la même non plus. C'est pour ça que... Mais si on parle comparativement, de toute façon, il n'a pas mis ses frais personnels à l'intérieur des frais. Ici, on parle quand même que... C'est la première fois qu'il y a un rapport, je précise. C'est la première fois qu'il y a un rapport, c'est la première fois aussi qu'il y a un Premier ministre qui inclut ses frais personnels. Donc, on est passé en 2009 d'1 860 000 shekels par an pour donc il faut comprendre, quand on parle de la résidence du Premier ministre, c'est la résidence officielle du Premier ministre. On est passé en 5 ans, de pratiquement au double, quoi. Dont à l'intérieur, il y a des frais qui sont les frais personnels de la famille Netanyahu. Je parle de la piscine. Alors, la piscine, quand il y avait trop d'eau, ils ont dit que les gardes du corps se douchaient. Alors vraiment, là, il faut arrêter de doucher les gardes du corps de la famille Netanyahu parce que ça nous coûte 80 000 shekels d'eau par an. Mais on en est là, quoi. Si on compare, on mange Laurent, plus. Si on compare, par exemple, par rapport à Ehud Olmert. Allons-y. Comparons par rapport à Menachem Begin, qui était Premier ministre de l'État d'Israël dans les années 80, jusqu'au début des années 80. Menachem Begin a terminé sa vie, avait durant toute sa vie un petit appartement de 2 pièces et demie. Il a terminé sa vie dans un appartement loué. Moi j'habite à côté de là. Moi j'habite et nous demandons. Ne faisons pas. Voilà. Alors donc on peut comparer à différentes époques. Ben Gurion habitait à Sde-Boker. Il avait une petite cabane et il habitait une toute petite maison au centre de Tel Aviv. On ne demande pas aux gens. On ne demande pas aux gens de faire dans le misérabilisme, mais on demande aux gens d'être honnêtes. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut. On demande un minimum d'honnêteté. Alors, Lionel Lapidus là-dessus. Vous êtes choqué ou pas? Non, de toute manière, je vais rejoindre un peu à ce que votre analyste a dit au début de l'émission. Ce qui me choque, en fait, c'est le débat qui est fait maintenant en pleine campagne électorale. Et en fait, vous avez posé la question, pourquoi ce débat maintenant? La réponse, elle est très simple. En fait, il y a 2 partis qui sont intéressés à discuter sur des gros titres de journaux. C'est le parti sioniste et le parti Likoud. C'est-à-dire qu'ils vont focaliser sur des sujets qui plaisent. La preuve, toute la journée, on a parlé de ces sièges de jardin. Toute la journée, sur toutes les radios, sur toutes les télévisions, on va en parler. Ce qui, malheureusement, tue le débat de fond, le débat politique. Et on voit ce qui se passe. On voit exactement ce qui se passe. Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu. On voit exactement ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va avoir une espèce de faussement du débat entre les 2 partis contre Bibi, pour Bibi, contre Bibi, et les autres partis seront écartés du débat. C'est évident que le foyer juif est un foyer qui cherche les valeurs juives et qui condamnera tout ce qui est illégal. Au niveau maintenant factuel, c'est vrai qu'il n'y a pas de budget précis sur le fonctionnement de la maison du Premier ministre. D'accord, mais si vous prenez pour 4 000 shekels de bouteilles je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans la facture. Je ne vais pas rentrer dans la facture. Laissez-moi terminer mon raisonnement, après je vous laisserai parler avec grand plaisir. Je ne sais pas exactement les détails de facturation et on saura qu'après les élections, si c'est légal ou si c'est pas légal ce qui a été fait. Ce que je dis, c'est que tous les partis de la Knesset, de l'Assemblée nationale sont responsables. Pourquoi il n'y a pas de règles, pourquoi il n'y a pas d'encadrement de ce budget? Ne soyons pas hypocrites, d'un coup tout le monde se réveille. Alors où étaient vos députés? Où étaient nos députés aussi, effectivement, pour fixer des règles de fonctionnement? Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'entre nous, il s'est passé la même chose chez Shimon Peres, chez le président de l'État. Il y a aussi des choses à vérifier. Tant que les choses ne seront pas calibrées comme il faut, ce débat reviendra et le débat reviendra dans 4 ans. Maintenant, je vais vous dire honnêtement, ça vous intéresse de parler de ça entre vous et le Likoud pour parler de Bibi, de ne pas avoir à parler de normalement, ça devrait vous intéresser, vous, de parler de ça pour pouvoir prendre des débats. On a d'autres sujets plus intéressants. On a d'autres sujets qui touchent les Israéliens. Simplement, je peux m'imaginer ce que pense et comment réagit Binyamin Netanyahou ce soir au coin du feu, s'il a le temps de se mettre au coin du feu et d'assister aux débats qui comme ceux-là, ou aux débats qui sont sur les grandes chaînes de télévision israéliennes. Il doit se frotter les mains parce que quelque part, on constate une chose, c'est que plus on parle de ce genre d'affaires qui ne sont pas des questions de fond, plus le Likoud remonte dans les sondages. À chaque fois que l'on attaque personnellement Bibi Netanyahou, à chaque fois que l'on attaque son époux
épouse, eh bien cela fait remonter le Premier ministre, le Likoud, dans les sondages. Et donc quelque part c'est un jeu qui se retourne comme un boomerang en direction de la gauche israélienne, du parti sioniste, du camp sioniste. Et cela ne lui profite pas, parce que finalement, même si effectivement, et c'est ce qui est stupéfiant, normalement la logique voudrait que l'électorat de base du Likoud, qui est un électorat, on va dire, des couches sociales plutôt relativement défavorisées, eh bien, soit offusqué par ce qui se passe. Et finalement, on constate que de ce point de vue, eh bien, l'électorat comprend qu'un Premier ministre en 2014-2015, un Premier ministre doit vivre à un niveau particulier, et le principal n'est pas là, ce n'est pas l'important pour cet électorat. L'électorat considère que l'important, le prioritaire, le primordial, c'est la sécurité de l'État d'Israël, c'est la défense face à des ennemis de l'extérieur qui se multiplient en Israël, qui se multiplient au Proche-Orient, l'Iran, le Daesh et toutes les menaces qui sont aux portes de l'État d'Israël. C'est ça l'essentiel pour l'électorat du Likoud, et donc cela ne devrait que renforcer Benyamin Netanyahu et son parti. De toute façon, quand on me parler de moralité publique, on devrait de moralité publique, parce que si on commence à dire qu'on parle plus de moralité publique parce que ça renforce le Likoud, on est très mal parti. Entre parenthèses, je comprends que le foyer juif ils sont un peu nerveux au foyer juif, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que le Likoud est remonté parce que le foyer juif est en train de s'effondrer. Vous étiez foyer, vous êtes devenu maintenant c'est plus tellement une maison juive, c'est une chambre. Vous allez repasser à des chiffres qui sont plutôt vers 9, 10. Vous allez revenir vers le Mafdal historique. Vous n'êtes plus en concurrence là. Il y a un mois, la différence entre le foyer juif et le Likoud était de 3 mandats. Aujourd'hui, on est 10, 11 pratiquement pour le foyer juif, oui, et 25. C'est pour ça que le Likoud est remonté. Le Likoud, ça l'a fait remonter, effectivement, dans un jeu de vase communicant entre l'extrême droite et le centre droit. Oui, mais ça ne résout pas vraiment les problèmes. Ça ne résout pas les problèmes. Mais pour nous, si vous voulez qu'on plaisante, autant plaisanter sur le nom des partis. Moi, ça m'amuse beaucoup le nouveau nom du parti Avoda. On a déjà gagné quelque chose. Ça me rappelle exactement Coluche qui disait qu'il y avait des lessives qu'il avait blancs et des lessives qu'il avait plus blancs. On sait ce que c'est. Je vois pour quelqu'un la Baïta Yehudi, vous connaissez vos classiques. Exactement. Qu'est-ce que c'est vers le monde extérieur, c'est magnifique. C'est transparent. Qu'est-ce que c'est plus sioniste que sioniste? Faudra que vous m'expliquiez. Sioniste, je vais vous donner ma définition. C'est de renvoyer les Juifs d'Israël pour les ramener après, c'est ça? Donc au niveau non, ça c'est la vôtre, peut-être c'est pas la mienne. Mais je vais vous expliquer ce qu'est le sionisme. Le sionisme, c'est le fait de vivre en Israël, de participer à l'activité économique de l'Israël, de défendre l'État d'Israël, envoyer ses enfants à l'armée, ça c'est le sionisme. Effectivement, si pour vous le sionisme se résume à quelques collines en Judée-Samarie ou à brûler quelques vergers, à brûler quelques champs de Palestiniens, nous ne faisons pas partie du même sionisme, nous n'avons pas la même valeur et les mêmes définitions du sionisme. Mais chacun son sionisme. Regardez à l'armée le nombre de soldats. Eh bien, mon cher ami, au dernier, pas important. Je dirais que si vous aviez vu les derniers résultats des derniers officiers qui sont sortis cette année, c'est Tel Aviv qui est sorti numéro 1 chez les officiers. La ville de Tel Aviv est sortie la première. Ce n'est pas Eli et pas les officiers de quelle arme? Parce que un peu de modestie tout de même. Un peu de modestie tout de même. C'est les officiers, un peu de modestie tout de même. Je dirais que le nom n'est pas vraiment important. Regardez, je prends comme exemple un parti qui s'est appelé et qui a été créé par Ariel Sharon, qui s'est appelé Kadima, qui était un parti qui au début était un parti qui a gouverné l'État d'Israël entre 2006 et 2009, et aujourd'hui Kadima, on peut le dire, est achora, est en arrière, il n'existe plus, c'est un parti fantôme. Donc le nom n'est pas véritablement important, les gens ne sont pas dupes, il ne faut pas prendre les électeurs pour des imbéciles. L'électorat israélien est mûr aujourd'hui, il comprend véritablement, ce n'est pas parce qu'un parti ne s'appelle plus le parti travailliste, mais s'appelle le camp sioniste qu'il va voter l'union sioniste, qu'il va voter plus favorablement pour lui. Les gens ne sont pas dupes, les opinions sont bien établies, on voit bien que les changements sont véritablement minimes dans cette campagne électorale, dans les sondages, et je crois que tous les éléments qui se développent, tout ce que l'on appelle les spinim, tous les développements qui interviennent au jour le jour, qu'ils soient du Likoud ou qu'ils soient du Parti travailliste ou de l'Union sioniste, eh bien ne changeront radicalement pas véritablement la donne. On va se retrouver au lendemain des élections avec un gouvernement qui va être difficile à composer, qui ne sera pas obligatoirement très stable, et je ne suis pas sûr que on reste, tant qu'on n'aura pas véritablement changé de système politique, on restera dans cette conjoncture problématique. Alors il nous reste 2 minutes, allez-y, 1 minute chacun pour là-dessus. Moi je ne partage pas du tout l'analyse de notre ami, moi je crois qu'il va y avoir du changement, je sais toujours des élections, moi je me souviens, il n'y a jamais aucune élection qui a terminé de la même façon qu'elle a commencé. Si vous m'aviez dit 3 jours ou 4 jours avant que Yair Lapid allait recevoir 19 députés,
Personne n'aurait cru. À l'époque où il y avait les partis centristes qui sont montés, ils ont tous pris des voix les 3-4 derniers jours. On ne pourra savoir ce qui se passe aux dernières élections que 3-4 jours avant. Ça dépendra principalement du taux de participation, ça dépendra principalement du taux de participation chez l'électorat arabe, qui aujourd'hui est plus motivé d'aller voter puisqu'ils ont une liste unique. Ça peut jouer. Et il faut voir qui des gens à droite ou à gauche vont franchir le seuil d'éligibilité. Il n'est pas impossible que quelqu'un comme Victor Lieberman... Mahmoud Abbas appelle l'électorat arabe à voter. Alors, est-ce que vous pensez subir un contre-coup de cette campagne qui est focalisée autour de Netanyahou ou pas ? Non, d'abord, je vais sortir très rassuré de cette soirée. Je comprends enfin que la gauche israélienne refusera de partir dans un gouvernement d'union nationale avec Bibi Netanyahou à cause de ces problèmes de valeurs. Donc, nous qui avons toujours annoncé que nous allons être avec Bibi Netanyahou, je suis maintenant rassuré que le premier coup de téléphone qu'il donnera, ce sera au foyer juif et on pourra faire un bon gouvernement. Voilà, donc il n'y aura pas d'union nationale, effectivement, ça a été annoncé. Si on a rassuré notre ami, je suis au moins content de cela. Bon, alors voilà, je suis content que tout le monde soit rassuré ce soir. Merci Daniel Haïk, merci à vous Laurent Siget, merci Lionel Lapidus. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, mais c'était le sujet du jour de ce rapport donc, du contrôleur d'État. Et puis on est à un mois maintenant de la campagne, donc les sujets peut-être vont commencer aussi à sortir au fur et à mesure. Merci à tous les trois. Nouveau débat évidemment demain soir consacré à ces élections. On est à un mois du scrutin maintenant, on le répète. À tout de suite.